Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'un genre nouveau où je vais essayer de tester donc une nouvelle façon de travailler en me basant sur des transparents d'un exposé que j'ai donné il y a quelques années, introductif pour des étudiants de L3 et de M1, sur une erreur de Lebesgue au début du XXe siècle et sur ses conséquences. En fait, c'est une erreur qui a mené à la naissance de la théorie descriptive des ensembles. C'est des choses que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc le fait d'avoir une image avec ma tête, c'était juste pour que vous sachiez que c'était effectivement moi qui étais en train de faire la vidéo en question. Ça n'a aucun intérêt et on va la faire disparaître tout de suite. Voilà, donc au commencement était l'erreur. Donc cette vidéo parle d'une erreur de Lebesgue dans un article publié en 1905. 25 ans plus tard, dans sa préface à un livre de Nicolas Lusine, Leçons sur les ensembles analytiques, Lebesgue écrit à propos de cette erreur: l'origine de tous les problèmes dont il va s'agir ici est une grossière erreur de mon mémoire sur les fonctions représentables analytiquement. Fructueuse erreur que je fus bien inspiré de la commettre. On voit ici que les erreurs en mathématiques, bon, parfois ce sont juste des erreurs d'étourderie ou des choses dont on ne peut pas apprendre beaucoup. Mais c'est aussi assez fréquent en fait que les erreurs révèlent soit de vrais problèmes de compréhension, soit des choses à découvrir. C'était le cas de cette erreur de Lebesgue. Avant d'expliquer précisément quelle était cette erreur, on revient au problème qui se posait donc au début du XXe siècle. On dit qu'une fonction f de Rn dans R est représentable analytiquement. C'était la terminologie de l'époque, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctions analytiques. Une fonction f est représentable analytiquement si elle appartient à un ensemble de fonctions qui est le plus petit possible parmi tous ceux qui contiennent les projections, qui forment une algèbre, donc qui sont clos par produit et combinaison linéaire, et qui enfin est clos par passage à la limite simple. Donc clos par passage à la limite simple, si j'appelle A l'ensemble des fonctions représentables analytiquement, ça veut dire que si je prends des fonctions fn qui appartiennent à A, donc une suite plutôt de fonctions fn dans A, et que j'ai une fonction f de Rn vers R, avec la propriété que pour tout x, la suite fn de x tend vers f de x quand n tend vers plus l'infini. Alors si on a ça, alors on veut en conclure que f appartient à A. Donc ça, c'est ce que ça signifie être clos par passage à la limite simple. D'accord ? Donc on revient à la définition. On voit que les fonctions projection, ici, ce sont bien sûr des fonctions continues. Des combinaisons linéaires et des produits de fonctions continues, ce sont des fonctions continues. Donc les deux premiers points ici, si on part des projections et qu'on cloue par combinaison linéaire et produit, on a seulement des fonctions continues. Par contre, quand on passe à la limite simple, une limite simple de fonctions continues, c'est pas continu en général, mais c'est toujours une fonction borélienne dans les termes contemporains. Et en fait, les fonctions boréliennes sont toutes préservées. L'ensemble des fonctions borélien est stable, contient les projections, est clos par combinaison linéaire et produit, et aussi est clos par passage à la limite simple. Donc aujourd'hui, on vous verrez facilement, ça pourrait être faisable par des agrégatifs, que une fonction représentable analytiquement, ça implique qu'elle est borélienne. La question qui occupait Lebesgue, c'était si j'ai une bijection dont les coordonnées sont représentables analytiquement, donc dont les coordonnées appartiennent à cette classe, alors est-ce que c'est pareil pour les coordonnées de f-1 ? Est-ce que les coordonnées de f-1 sont elles aussi représentables analytiquement ? En fait, Lebesgue commence par démontrer le fait suivant: les fonctions représentables analytiquement, ce sont exactement les fonctions boréliennes. L'argument de Lebesgue a un défaut, il y a un trou, il y a une erreur qui est celle dont on va parler bientôt, mais en particulier, le théorème est correct et permet de voir que l'inverse d'une bijection borélienne est encore une fonction borélienne, ce qui est un théorème qui n'est pas trivial. Alors comment Lebesgue montre-t-il son théorème ? Il utilise ce qu'il appelle un raisonnement par récurrence généralisée. Et pour faire ce raisonnement-là, il utilise des opérations sur les familles dénombrables d'ensembles, qui sont la réunion
et l'intersection. On va voir en quels termes il en parlait à l'époque. Alors désolé pour la faible qualité du scan d'un article d'époque, ensuite que j'ai assez mal intégré dans mon PDF, mais c'est pas très grave. Donc il y a deux opérations ici décrites. L'opération 1 donne l'ensemble formé des points appartenant à l'un en moins des ensembles d'une famille donnée d'ensembles, et l'ensemble obtenu s'appelle la somme. Finalement, ça c'est juste ce qu'on appellerait aujourd'hui une réunion. L'opération 2 donne l'ensemble formé des points communs à tous les ensembles d'une famille d'ensembles, et ça s'appelle la partie commune, et ça s'appellerait l'intersection. Ah, et là je vois que j'ai un beau problème de mise en scène, c'est un peu triste. Désolé, alors comment faire pour corriger ça? Je ne sais pas, on va pas faire comme ça. Ok, tant pis. Donc opération 1. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la réunion. L'opération 1 appliquée à une suite d'ensemble, puisque le beg a seulement besoin de faire des suites, c'est la réunion des AN. Ce que le beg appelle l'opération 2, c'est l'intersection. C'est partant d'une suite d'ensemble, ou d'une famille plus généralement d'ensemble, on produit leur intersection. Donc ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était voir si on pouvait avoir ces deux choses côte à côte et voir ce que ça donnerait sur l'enregistrement de la vidéo, si c'était lisible. Donc vous voyez l'opération 1 ici, c'est ce qu'on appelle maintenant une réunion. L'opération 2, c'est ce qu'on appelle maintenant une intersection. L'opération 2 n'est pas complètement satisfaisante pour ce que veut faire le beg, on va voir pourquoi, et donc il considère ce qu'il appelle une opération 2' qui fournit la partie commune à une suite d'ensembles tel que chaque ensemble contient tous ceux qui le suivent. Donc l'opération 2', c'est l'intersection seulement appliquée à une famille, à une suite, d'une suite décroissante. C'est intéressant de voir en quels termes on parlait de ces choses-là au début du XXe siècle. Donc on a une suite à n avec, pour tout n, à n plus 1 contenu dans n, et lui appliquer ce que le beg appelle l'opération 2', c'est former l'intersection des AN. Alors, un point clé de l'argument de la preuve de Lebesgue que l'inverse d'une bijection dont toutes les coordonnées sont représentables analytiquement à la même propriété, c'est de considérer un ensemble de points, alors mesurable B, ça veut dire borélien, enfin, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui borélien, et de montrer que la projection d'un borélien sur l'espace vectoriel formé par les points dont les dernières coordonnées, les coordonnées de i plus 1 jusqu'à n valent 0, donc que la projection d'un borélien est encore un borélien. Ce théorème, cette propriété est fausse, de manière peut-être un peu étonnante si vous n'avez pas encore rencontré ça. Alors, où est l'erreur de Lebesgue? Alors, Lebesgue dit, bon, cette propriété est évidente si E est un intervalle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par un intervalle de Rn? Il veut dire un produit cartésien d'intervalles, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un pavé. Et effectivement, si E est un pavé, alors sa projection est encore un produit d'intervalle. Juste, on oublie les dernières coordonnées, donc c'est un produit d'intervalle, tout ce qu'on voit, c'est les i premiers intervalles. Ensuite, il dit que tout ensemble borélien se déduit d'intervalles par des réunions et des intersections décroissantes. C'est-à-dire, ce que Lebesgue affirme, hein, c'est que si vous avez la projection d'une réunion, donc Lebesgue dit, je crois que je suis passé un peu vite, donc je vais remontrer, il dit tout ensemble borélien se déduit d'intervalles par l'application de réunions et d'intersections décroissantes, lesquelles se conservent en projection. Ce que ça veut dire, c'est que la projection d'une réunion d'ensemble, c'est censé être la réunion, pardon, pas des AN, mais des pi de AN. Ça, c'est effectivement le cas. L'image d'une réunion, c'est toujours la réunion des images, mais il dit aussi que si jamais on a pour tout n, AN plus 1 contenu dans AN, alors la projection de l'intersection des AN, c'est l'intersection des projections des AN. Et ça, il faut un peu se méfier. On sait bien que appliquer
des fonctions à des intersections, c'est l'opération qui n'est pas respectée, l'opération Ensembliste qui n'est pas respectée par le fait d'appliquer une fonction, c'est l'intersection. Et en fait, Lebesgue le savait, puisqu'il dit l'intersection dénombrable se conserve en projection, donc la projection d'une intersection dénombrable, c'est l'intersection dénombrable des projections, quand la suite est décroissante, et il mentionne que ça ne serait pas vrai pour l'opération 2, donc il sait que le résultat est faux, quand la suite n'est pas décroissante. Donc si on complétait l'argument de Lebesgue à l'oral, la projection d'un intervalle, dans son sens, donc d'un pavé, c'est encore un pavé, en particulier c'est borélien. La projection d'une réunion, c'est la réunion des projections, donc ça reste borélien. Et la projection d'une intersection décroissante, d'après lui, c'est une intersection décroissante, et donc ça reste borélien. Comme les boréliens, c'est ce qu'on obtient à partir des intervalles dans ce langage-là, avec ces opérations-là, ça montre que l'image de n'importe quel borélien par une projection est encore un borélien, ce qui montrerait le résultat désiré par Lebesgue. Mais, c'est un bon exercice à faire peut-être pour vous, c'est en fait pas très difficile, même dans R2, de construire une famille de parties, une suite décroissante de parties, et là, mon inclusion est dans le mauvais sens, dans mes slides, c'est AN plus 1 qui devrait être contenu dans AN, pardon. Donc c'est pas très difficile de construire une suite décroissante de parties, telle que l'intersection des projections est différente de la projection de l'intersection. Bien sûr, on a toujours que si je suis dans l'intersection, alors le projeté de x appartient à l'intersection des projetés. C'est l'autre sens qui n'est pas vrai en général. Voici ce que Lebesgue a à en dire donc 25 ans plus tard, dans sa préface au livre de l'usine. Pour voir s'il en était bien ainsi, donc si sa démonstration était correcte, il fallait examiner en particulier la résolution des équations qui conduit aux fonctions implicites. Au cours de cette étude, je formulais cet énoncé: la projection d'un borélien est toujours un borélien. La démonstration était simple, courte, mais fausse. On voit ici l'élégance de Lebesgue qui reconnaît sans embâche avoir fait une erreur. C'est important en mathématiques d'admettre que parfois on fait des erreurs, d'essayer de les comprendre et d'avancer à partir de ça. Et hélas, mes étudiants sont suffisamment informés qu'il arrive régulièrement aux enseignants de faire des erreurs. Donc ce dont Lebesgue avait besoin, en réalité, dans son argument, c'était que la projection d'un graphe borélien soit un borélien. Je vais revenir brièvement sur ce que c'est un graphe borélien. Alors, un graphe borélien, c'est un ensemble qui est à la fois borélien et un graphe. Merci pour la topologie. Donc, disons dans R2, puisque c'est là que se concentrent déjà toutes les difficultés. C'est une partie A dans R2 qui se trouve être borélienne dans R2. Et on demande aussi que pour tout x, il existe au plus un y tel que x, y appartiennent à grand A. Donc c'est une partie. Peut-être que sa projection, c'est pas R2 tout entier, mais à chaque fois que vous regardez un x qui est dans la projection, il y a un seul y au-dessus. D'accord? Donc c'est vraiment le graphe d'une fonction. La difficulté, c'est qu'a priori, le graphe de la fonction est un borélien, mais il n'est pas clair que ça entraîne que la fonction elle-même est une fonction borélienne. Et ce dont Lebesgue avait besoin, c'était effectivement que si le graphe d'une fonction est borélienne, alors son domaine est un borélien et la fonction est borélienne. En 1916, Suslin, qui faisait alors l'équivalent de ce qui serait aujourd'hui un stage de master, sans doute, avec l'usine, donc qui était très jeune, Suslin découvre l'erreur de Lebesgue, introduit une définition du coup correspondante qui est, puisqu'il n'est pas clair en tout cas pour l'instant que la projection d'un borélien soit un borélien, mais on appelle analytique la classe des ensembles qu'on obtient. Donc la projection d'un borélien de Rm vers Rn, c'est ce qu'on appelle un ensemble analytique. Avec son encadrant, l'usine, Suslin démontre que une partie A de Rn est borélienne si et seulement si A et son complémentaire sont analytiques. C'est pas dur du tout de voir qu'un borélien est analytique, puisque c'est la projection du borélien A croix 0, où on rajoute des coordonnées nulles. Du coup,
comme si A et borélien sont complémentaires aussi, clairement, si A est borélien, alors A et son complémentaire sont analytiques. Le théorème réellement non trivial, c'est la réciproque. Et en fait, ce que montrent Luzin et Suslin, c'est que si A et A' sont deux analytiques disjoints, alors il existe un borélien B qui contient A et ne rencontre pas A'. Ils en déduisent que si une partie est borélienne, et on a une fonction f définie sur cette partie à valeur dans Rm qui est borélienne et injective, alors son image est encore un borélien. Donc une image injective de borélien est borélien. Et ils en déduisent aussi qu'une fonction est borélienne si et seulement si son graphe est borélien. Une fonction entre... ici j'ai écrit ça entre espaces de dimension finie, mais en réalité ils montrent ça entre espaces métriques polonais, donc des espaces même maîtrisables, séparables, donc qui admettent un sous-ensemble dénombrable dense, et qui admettent une distance compatible complète. Donc la terminologie d'espace polonais, elle viendra bien plus tard, elle est introduite par Bourbaki, en reconnaissance des travaux de l'école polonaise de la première moitié du XXe siècle. Donc, vous connaissez peut-être certains noms, hein, Banach, Hahn, Sierpiński, Ulam, Kuratowski. Donc Luzin et Suslin montrent qu'une fonction est borélienne si et seulement si son graphe est borélien. En particulier, l'inverse d'une bijection borélienne est bien une fonction borélienne. Et finalement, l'argument de Lebesgue se corrigeait parce que la projection d'un borélien est un borélien, c'est ce que dit d'un graphe pardon borélien est un borélien, c'est ce que dit le deuxième point ici. Si j'ai un graphe borélien, ben, la fonction projection est injective dessus, si je projette sur la première coordonnée, et donc la projection d'un graphe borélien est encore un borélien. Donc finalement, ce que Lebesgue souhaitait démontrer, le résultat dont il avait besoin vraiment était correct, mais la preuve, elle, comportait une erreur importante. Maintenant, essayons d'aller vers la construction d'un ensemble analytique non borélien. En fait, l'article de Lebesgue de 1905 contient déjà un exemple d'ensemble analytique non borélien. Simplement, Lebesgue avait conclu de façon erronée que cet ensemble était borélien, mais son article contenait déjà en fait tous les ingrédients pour prouver qu'il existe des analytiques non boréliens. Toujours dans la même préface de 1930, Lebesgue dit à ce sujet: en lisant M. Luzin, on sera sans doute étonné d'apprendre que j'ai, entre autres choses, inventé le procédé des cribles, construit le premier un ensemble analytique. Nul, du moins, ne sera plus étonné que je ne le fus. M. Luzin n'est parfaitement heureux que s'il a pu attribuer à quelque autre ses propres découvertes. Étrange manie, etc., etc. On constate encore l'élégance de Lebesgue ici, et une certaine modestie, et aussi malheureusement le fait que les professeurs de mathématiques à l'époque s'exprimaient peut-être un peu mieux que ceux d'aujourd'hui, dans lesquels je m'inclus bien sûr. On peut quand même souligner l'élégance du langage employé et la qualité littéraire même en fait des articles de l'époque, y compris quand ils étaient écrits en français par des gens dont le français n'était pas la langue maternelle, par exemple l'école polonaise qu'on a déjà mentionné avant. Revenons à nos moutons. C'est pas si facile de construire des exemples naturels entre guillemets dans R, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir vous donner un exemple simple d'ensemble de réel et dire haha, ça c'est un ensemble analytique non borélien. On va voir comment on peut en construire, mais en fait c'est plus simple, au lieu de travailler avec les réels, de travailler dans ce qu'on appelle l'espace de Baire, je pense que ça fera plaisir à Benjamin, qui est l'espace n puissance n muni de la topologie produit. Je vais juste rappeler ce que c'est. Donc vous avez l'espace de Baire, donc c'est grand N puissance n, les fonctions de n dans n, avec la topologie produit. On peut tout à fait donner une distance qui induit cette topologie, c'est un produit dénombrable d'espace métrique. N ici est muni de la topologie discrète, le n dont on prend le produit. Par exemple, on pourrait dire que la distance de x à y, où x et y sont de suite, c'est exactement 1 sur 2 puissance n, si et seulement si x et y coïncident sur leur n premières coordonnées. Et évidemment, sont différentes ici. En particulier, s'ils sont différents pour leur première valeur, leur distance c'est 1, s'ils sont différents pour la deuxième valeur, la distance c'est 1,5, et ainsi de suite.
c'est pas difficile de vérifier que ça c'est bien une distance. C'est une distance à laquelle on n'est peut-être pas très habitué quand on est en prépa grec, puisque la distance prend seulement un nombre dénombrable de valeurs. En fait, c'est même une distance ultramétrique, c'est-à-dire que dans cet espace métrique, tous les triangles sont... Enfin, c'est-à-dire en particulier que tous les triangles sont isocèles. Dans cet espace, si deux boules ont une intersection non vide, alors l'une est contenue dans l'autre, etc., etc. Ça ne correspond pas tout à fait à notre intuition géométrique de ce que doit être une distance, mais néanmoins, ça vérifie bien tous les axiomes, symétrie, séparation, inégalité triangulaire. Alors, quand je dis, évidemment, là, il y a un cas où je n'ai pas défini la distance, c'est que la distance de x à x vaut 0. Sinon, si x et y sont différents, il existe un plus petit n, tel qu'elles sont égales entre 0 et n-1, et c'est celui-là qui me donne la distance. Peut-être avant de parler de ça, je devrais dire à quoi ça nous sert. En fait, cet ensemble n puissance n, il est plus sympathique que les réels par certains côtés, parce que par exemple, si vous prenez son produit avec lui-même, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des fonctions définies sur n, à valeur dans n, mais il y en a deux copies. Bon, ça, finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire, par la même chose ici, je veux dire, c'est homéomorphe, en fonction de deux copies de n à valeur dans les entiers, mais deux copies de n, tout ce qui compte ici, c'est combien il y a de coordonnées dans mon produit, il y en a autant que de copies, donc c'est la même chose en fait que l'espace de départ, c'est homéomorphe. Si vous savez écrire une bijection entre deux copies de n et n, vous savez faire un homéomorphisme entre le produit de l'espace de Baire avec lui-même et l'espace de Baire. Et le même argument en fait me dit que si vous prenez même à la puissance n avec la topologie produit, ou une distance produit si vous préférez, c'est la même chose, oui alors ça c'est la même chose que ça certes, mais c'est pas ça que je voulais écrire, c'est la même chose que n à la puissance n croix n, bon, les trucs a puissance b puissance c c'est la même chose que a puissance b fois c, et ça, comme n croix n et n sont en bijection, c'est encore la même chose que n à la puissance n. Donc on n'a pas de phénomène de dimension ici, ce qui va simplifier le codage qui va apparaître après dans la preuve. On dit que cet espace de Baire, il est de dimension 0. Ça vient du fait qu'il admet une base de sa topologie qui est constituée de parties qui sont à la fois ouvertes et fermées. C'est très très loin d'être connexe. Donc ça n'a pas des bonnes propriétés géométriques, mais par contre, pour faire des constructions combinatoires, pour encoder des objets, c'est du coup plus simple, c'est moins rigide que les réels. Mais ce n'est pas très différent des réels à cause de cette observation. Il existe une bijection borélienne entre R et cet espace de Baire. Le fait que son inverse soit borélien, c'est en fait le théorème de Luzin-Suslin qu'on avait mentionné avant. Si j'ai une bijection borélienne entre espaces polonais, alors son inverse est aussi une fonction borélienne. Comment montre-t-on qu'il existe une telle bijection? Alors d'abord, on construit des injections boréliennes. Dans un sens, pour aller de n puissance n vers R, on peut par exemple prendre le développement en fraction continue, si vous avez déjà vu ça, et ça nous identifie même topologiquement l'ensemble des suites d'entiers avec l'ensemble des irrationnels dans R. Cet espace de Baire, vous l'avez déjà rencontré topologiquement, c'est la même chose que l'ensemble des irrationnels. Bon, il y a d'autres façons de prendre des suites d'entiers et de les envoyer injectivement et boréliennement dans R. Vous pourriez aussi faire, essentiellement, vous pouvez faire un genre d'ensemble de Cantor. Le premier entier, ça vous dit dans quel intervalle, quelle est votre partie entière, puis vous redivisez, puis vous redivisez, vous construisez ainsi tous les irrationnels. Dans l'autre sens, si je veux plonger R dans les suites d'entiers, c'est la même chose moralement que de le plonger dans les suites de rationnels, donc l'envoyer injectivement et boréliennement, et c'est pas très dur, étant donné un réel x, de construire une suite de rationnels qui tend vers x, encore une fois avec des parties entières, et ça vous fait une injection borélienne de R vers l'espace de Baire. Et maintenant, une fois qu'on a des injections boréliennes dans chaque sens, si vous reprenez la preuve du théorème de Cantor-Schroeder-Bernstein, alors que j'ai dû appeler juste le théorème de Schroeder-Bernstein dans la dernière vidéo, donc si vous reprenez sa preuve, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on recolle des fonctions boréliennes sur des domaines boréliens. Donc si on a des injections boréliennes dans chaque sens, alors on construit une bijection borélienne en utilisant l'argument que j'avais donné pour Schroeder-Bernstein. Donc c'est ce que je veux dire ici en disant que ça admet une preuve constructive. Là, il ne faut pas prendre ce terme dans un sens très précis.
C'est juste que l'argument qu'on avait faisait intervenir des découpages et des recollements, mais il n'y avait pas d'axiome du choix dedans, il n'y avait pas... C'était assez explicite, j'aurais pu dire explicite au lieu de constructif, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose à comprendre de manière très précise. Maintenant, on s'est ramené, on voulait construire un analytique non borélien dans R, c'est-à-dire la projection dans borélien de R2 qui n'est pas borélien dans R, ben, quitte à tout transférer par cette bijection borélienne, c'est la même chose que construire un sous-ensemble de l'espace de Baire qui n'est pas borélien, mais la projection d'un borélien de n croix n. On appelle ça une partie analytique, par analogie avec la définition sur R. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on va utiliser un argument diagonal, et cet argument diagonal va être simplement plus simple à mettre en place dans l'espace de Baire à cause de phénomènes comme ceux que j'ai mentionnés avant. Il est plus simple à manipuler, le fait qu'il soit homéomorphe à ses puissances, c'est très pratique. Alors dans l'espace de Baire, notre définition se simplifie. Les parties qui s'écrivent comme projection d'un fermé, au lieu d'un borélien, on regarde seulement les projections d'un fermé, dans le produit de l'espace de Baire par lui-même. Ça contient les ouverts et les fermés, et c'est stable par réunion et intersection dénombrables. Donc ça, c'est un exercice à faire. En particulier, tout borélien a cette propriété. Donc là, il y a un exercice à faire que je ne vais pas faire. Mais bon, si ça contient les ouverts, les fermés, et que c'est stable par réunion et intersection dénombrable, alors ça contient tous les boréliens. Mais comme tout borélien est analytique, ça c'était clair, tout ensemble analytique a aussi cette propriété, et là on utilise dans nos raisonnements le fait que l'espace de Baire est homéomorphe à son produit avec lui-même. Alors voyons comment faire ça. On a, si on prend A en analytique, dans notre espace de Baire, on sait que A, c'est la projection, disons, sur la première coordonnée de B, où B est un borélien de notre espace de Baire. Croix lui-même, pardon. Mais comme N, c'est la même chose que N croix N, l'espace de Baire est homéomorphe à son produit avec lui-même. Si on revient à ce qui était écrit dans cette proposition ici, B c'est un borélien du produit, mais finalement c'est pareil qu'un borélien de N, et donc c'est la projection d'un fermé. Donc B c'est la projection d'un fermé F, où F c'est un fermé de l'espace de Baire croix lui-même 3 fois. Et du coup, finalement, A, c'est la projection sur la première coordonnée de mon fermé F, avec F qui est un fermé de n croix n. Et ça, c'est juste la même chose que n croix n. Bon, je vais un peu vite, mais on voit ici... Ah, j'ai peur aussi d'être sorti de mon écran, donc je vais peut-être réécrire ici. Je suis en train d'apprendre à faire ça en faisant. On dit qu'il faut apprendre en faisant, mais là, c'est peut-être pas très lisible. En tout cas, si on revient ici, on voit que tout borélien de l'espace de Baire est la projection d'un fermé du produit de l'espace de Baire avec lui-même. Et on en déduit, en utilisant le fait que l'espace de Baire est homéomorphe à son produit avec lui-même, que tout analytique est aussi projection d'un fermé de n croix n. Maintenant, à l'oral, je vais juste dire n au lieu de l'espace de Baire. J'essaie de ne pas mélanger les entiers, grand N, avec ce n calligraphique. Passons à la preuve de l'existence d'un ensemble analytique non borélien dans l'espace de Baire n. Alors d'abord, on va montrer qu'il existe un ensemble analytique universel, dans un sens que je vais préciser maintenant, puis par un argument diagonal, montrer qu'un tel ensemble ne peut pas être borélien. Parlons d'abord d'ouvert universel. Donc on prend un ouvert U dans n croix n pour la muni de la topologie produit, dont on a déjà dit que c'était homéomorphe à n. Donc on prend un ouvert U et on regarde ce qui se passe quand on fait varier la deuxième coordonnée. On regarde les sections de U à y fixées. Quand je regarde l'ensemble de x tel que x, y est dans U, je vois un ouvert de mon espace de Baire.
Dire que grand U est universel, ça veut dire que quand je fais varier x, je vois tous les ouverts possibles. Essayons de faire un petit dessin. Bon, bien sûr, mon dessin, je vais plutôt le faire dans R2, mais donc vous avez un ouvert, je sais pas, vous avez une partie comme ça, donc je prends l'intérieur de ça. Et quand je fixe un y donné, je vois un certain ensemble. Alors, il faut penser que ce que je vois, en fait, c'est la projection de cet ensemble. L'ensemble des x que je vois, c'est la projection de ce truc-là là-dessus. Et pour un y différent, ben, je verrai un autre... Oh là, j'ai débordé, c'est pas terrible. Pour un y différent, je vais voir, je vais peut-être faire un endroit où c'est pas connexe, c'est pas terrible ici. Hop, pour un y différent, je vais voir un autre ensemble de x. D'accord ? Donc ça, ce sont deux sections. Ici, en haut, j'ai une réunion de deux intervalles. En bas, j'ai juste un intervalle. Donc on voit des ensembles différents en faisant varier y. Et dire que mon ouvert U est universel, c'est dire que quand je fais varier y, je vois tous les ouverts possibles. Pourquoi est-ce que ça existe, ça? Alors les suites finies d'entiers, ça c'est un ensemble dénombrable. En particulier, ça peut être énuméré, les suites finies d'entiers, et on appelle U indice I, modulo une certaine énumération, l'ensemble des suites dont les premiers termes sont donnés par SI. On dit que la suite commence par SI. Maintenant, ça c'est des ouverts de base pour la topologie de l'espace de Baire. N'importe quel ouvert est une réunion d'ouverts de cette forme-là. En fait, c'est les boules centrées en X et de rayon 2 puissance moins la longueur de SI. Donc n'importe quel ouvert est une réunion d'ouverts de cette forme-là. En particulier, on introduit grand U, qui est l'ensemble des XY, tel que X appartient à une réunion indexée par Y d'ouverts, c'est-à-dire que la section à Y fixée, c'est juste la réunion énumérée par les coordonnées de Y d'une famille de UI. U est un ouvert, ça c'est un petit exercice à vérifier, mais si x, y et x', y' ont suffisamment de coordonnées, hein. Si je fixe x, y dans U, c'est pas dur de trouver x', y' tel que... de trouver n tel que si x', y' coïncide avec x, y entre 0 et n, alors x', y' appartient aussi à U. Donc ça c'est un bon exercice en fait sur la topologie produit, c'est un ouvert. D'autre part, comme un ouvert quelconque, c'est une réunion d'ouverts de cette forme, on voit que U est universel, parce que si je prends un ouvert V, je l'écris sous la forme d'une réunion de U indice YI, et je regarde la section sur le Y correspondant. Donc c'est un ouvert universel. Maintenant, si un ouvert universel, son complémentaire, lui, c'est un fermé universel. Parce que quand je prends la section d'un complémentaire, c'est le complémentaire de la section. Si vous avez un ouvert dont les sections parcourent tous les ouverts possibles, son complémentaire, c'est un fermé dont les sections parcourent tous les fermés possibles. Donc ici, on gagne une coordonnée. J'avais un ouvert universel dans n croix n, modulo les identifications dont on a déjà parlé, ça veut dire que j'ai aussi un ouvert universel dans n croix n, et donc un fermé universel. Donc ça veut dire que quand je fixe la troisième coordonnée, ce que je vois, c'est, enfin quand je fais varier la troisième coordonnée, ce que je vois, c'est tous les fermés possibles de n croix n. On définit la projection, enfin une projection de cet ensemble, l'ensemble des xz, tel qu'il existe y, x, y, z appartient à ça. Ça, c'est un analytique. Ces sections sont encore analytiques. Et je prétends que c'est un ensemble universel pour les sous-ensembles analytiques. Comment voir ça? Si je prends une partie B analytique, par ce qu'on a vu avant, en analytique, c'est la projection d'un fermé. Donc il existe un fermé, F, tel que B, c'est l'ensemble des X pour lesquels il existe Y, X, Y est dans F. Mais maintenant, mon ensemble P est universel pour les fermés, ça veut dire que je peux trouver un Z, tel que grand F, c'est exactement l'ensemble des X, Y pour lesquels X, Y, Z est dans P. Z, il est fixé. Du coup, B, c'est l'ensemble des X pour lesquels il existe Y, X, Y, Z est dans P. Et si je regarde ma définition de grand A, B, c'est juste l'ensemble des X pour lesquels X, Z appartient à A. Autrement dit, si je prends un analytique quelconque, il existe un Z, tel que cette analytique, c'est juste la section en Z, c'est-à-dire l'ensemble des X, tel que X, Z appartiennent à A. Donc le point clé ici, c'est qu'on est arrivé à produire un ensemble analytique très compliqué dans n croix n.
ce qui est moralement la même chose que construire un analytique très compliqué dans N, puisque les deux ensembles sont homéomorphes, et qu'un homéomorphisme, ça envoie borélien sur borélien, analytique sur analytique, etc. Maintenant, on va montrer que A n'est pas borélien dans N croix N, ce qui nous donnera une partie analytique non borélienne dans N croix N, ce qui est finalement la même chose que trouver une partie analytique non borélienne dans N. Si jamais cette partie était borélienne, alors son complémentaire le serait aussi. Du coup, l'ensemble des x pour lesquels x n'appartient pas à A, ça serait encore un borélien. Du coup, ça serait une partie analytique. Si c'est un analytique, puisqu'on a dit qu'un borélien était toujours analytique. Si c'est analytique, ça veut dire qu'il existe une certaine coordonnée x0, telle que c'est exactement l'ensemble des x pour lesquels x0 appartient à A. Et là, on retrouve notre argument diagonal. x0, lui, il doit appartenir à C ou ne pas y appartenir. Mais si x0 appartient à C, c'est la même chose que dire que x0 appartient à A, mais dire que x0 appartient à A, c'est la même chose que de dire que x0 n'est pas dans C. Et donc on retrouve l'argument diagonal ici. x0 est dans C si et seulement si x0 n'est pas dans C, contradiction. Donc on voit que la possibilité de construire un ensemble analytique universel et de mettre en place un argument diagonal nous a dit qu'on sortait de l'ensemble des boréliens. C'est le même argument qu'on a vu quand on disait qu'on avait des problèmes pour parler de l'ensemble de tous les ensembles, parce que quand je regardais l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, je ne savais plus quoi en faire. Ici, c'est la même idée qui est appliquée. C'est le dernier transparent. Je vais juste mentionner brièvement la naissance de la théorie descriptive des ensembles. Les boréliens, c'est stable par union, intersection dénombrable et complémentaire, mais on vient de voir que ce n'est pas stable par projection. Donc quand je projette un borélien de n croix n, je n'ai pas forcément un borélien de n, et comme les tribus boréliennes sur les irrationnels ou sur R, c'est pareil, il y a une bijection borélienne entre les deux, on voit qu'il existe des boréliens de R2, dont la projection n'est pas un borélien de R. En particulier, quand on parle des ensembles de Rn, et qu'on recherche ce qu'on obtient quand on part des boréliens en demandant stabilité par union intersection dénombrable, par passage au complémentaire et par projection, on voit une classe d'ensemble beaucoup plus compliquée que les boréliens. Et en fait, ce qui est apparu très tôt, c'est que la façon dont un ensemble est défini, comment est-ce qu'il a été construit, si vous voulez, à partir des intervalles ou des boréliens, ça a des conséquences sur ce qu'on peut dire de cet ensemble, sur des propriétés structurelles de l'ensemble. On a parlé dans la vidéo précédente de l'hypothèse du continu, et Alexandrov, dès 1916, a montré que les boréliens satisfont l'hypothèse du continu. Si j'ai un borélien de R qui n'est pas dénombrable, alors son cardinal est le même que celui de R. Suslin a tout de suite, essentiellement, étendu ça aux ensembles analytiques. Un analytique dans R qui n'est pas dénombrable, son cardinal est le même que celui de R. Mais quand on passe aux complémentaires, quand on regarde les complémentaires d'ensemble analytique, alors là il y a deux travaux à mentionner. D'abord, Lusin et Sierpinski montrent qu'il est possible que le cardinal d'un ensemble analytique soit égal à Aleph1, c'est-à-dire le premier cardinal non dénombrable. En fait, un ensemble co-analytique, le complémentaire d'un analytique dans R, peut être de cardinal Aleph0, comme les entiers, Aleph1, le premier cardinal non dénombrable, ou 2 puissance Aleph0, le cardinal des réels. Et Cohen, en 1963, en montrant que l'hypothèse du continu était indépendante de ZFC, a construit un modèle dans lequel Aleph1 était différent de 2 puissance Aleph0. En particulier, il existe un coanalytique, il existe toujours de toute façon un coanalytique de cardinal Aleph1, ça c'est un théorème. Et du coup, il est consistant qu'il existe des coanalytiques dont le cardinal est strictement compris entre le dénombrable et le continu, entre le cardinal des entiers et le cardinal de R. Mentionnons brièvement qu'on a vu passer plusieurs fois le nom de Suslin dans cette vidéo, donc qui était le jeune étudiant de l'usine qui a mis en marche finalement toute cette machinerie. Suslin est mort très jeune, je crois en 1918, mais bon c'est ça, un ou deux ans près, il est mort de la fièvre typhoïde. Et ensuite, l'usine aura des problèmes avec, sans doute, il y a des questions de jalousie entre scientifiques ou bon,
à la vie sous Staline. En tout cas, l'usine échappera de peu sans doute à être envoyée au goulag. Il y a des articles de la Pravda qui sont, je crois, de 1938 qui dénoncent le mathématicien bourgeois à l'usine. Donc les mathématiques dont on a parlé ici sont des mathématiques bourgeoises et qui l'accusent d'avoir assassiné son élève ou d'avoir en tout cas causé sa mort et de ne pas avoir d'avoir essayé de tirer la couverture à lui et de prendre le crédit, de s'attribuer ce qui était en réalité les idées de Sousline. Donc ça, c'était pour ceux qui croiraient que le monde académique est un monde pur et sans querelle de personnes. On voit ici deux noms sur ce transparent, Alexandrov et Sousline, qui ont eu des querelles très fortes. Peut-être parce qu'Alexandrov voulait récupérer très vite le fauteuil de Sousline à l'Académie des sciences de Russie, mais je ne suis pas historien et je n'ai pas analysé quelle était la situation. En tout cas, vous trouverez des références sur Internet sur cette querelle et sur les articles de la Pravda sur Sousline et sur les mathématiques bourgeoises. Toujours est-il que ceci finit cette vidéo, que j'en profite pour me remontrer et vous remercier pour votre attention si vous avez suivi jusqu'ici. Il s'agissait pour moi en partie de vous faire une petite introduction à cette erreur fructueuse de Levègue et à la naissance de la théorie descriptive des ensembles, mais aussi et peut-être surtout d'apprendre à faire un exposé en maniant des transparents et une tablette avec un écran partagé avec mon ordinateur. Je vous remercie pour votre attention, pour celles et ceux qui seraient arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Merci.